la rivalité franco-anglaise domine l'histoire de l'Europe occidentale depuis plus de 1000 ans sur terre comme sur mer, depuis Hastings jusqu'au Brexit. Gérard Blier présente quelques grands moments de cette histoire au micro de Yann Le Perf. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'un héros breton, du Guesclin. Ah oui, et cela va vous plaire, Yann, compte tenu de vos origines. Alors, du Guesclin. Alors, Bertrand du Guesclin, eh bien, on peut estimer que c'est une grande figure de l'histoire de France, d'abord, et dans le cadre de la guerre de Cent Ans, il a eu le mérite, pas tout seul bien sûr, mais de contribuer, après les désastres initiaux, l'Écluse, Crécy et puis Poitiers ou Maupertuis, il a eu la possibilité et la force, les capacités pour redresser la situation. Donc cette deuxième phase de la guerre de Cent Ans, qui voit un redressement de la France, elle le doit largement à du Guesclin. J'indique tout de suite qu'il y aura une deuxième série de catastrophes, à Azincourt, etc. On verra ça plus tard. Alors, la personnalité de du Guesclin est une personnalité extrêmement attachante. Quelles sont ses origines ? C'est un Breton. On l'a déjà dit. Bon, il est né à Dinan vers 1320. À un an près, on n'est pas sûr. Il est originaire d'une famille qui fait partie de la petite noblesse bretonne. Pas la grande noblesse, mais petite noblesse bretonne. Physiquement, eh bien, il n'est pas aidé. Ça n'a pas une importance terrible, mais il est petit, il est laid et il est noir de peau. Ce qui fait que c'est le contraire de ce que l'on pourrait imaginer, le grand chevalier de la féodalité. Voyez-vous, c'est pas ça du tout. Bon, c'est un physique qui est très particulier, il est trapu. Il a une jeunesse extrêmement difficile. Ses parents ne s'occupent pas trop de lui et il vit au milieu, près de Dinan, au milieu d'une paysannerie, de jeunes paysans, etc. Et il se forge là sa personnalité. C'est-à-dire que dès son enfance, dès sa jeunesse, il montre que c'est un jeune qui a beaucoup de force morale, de force physique. Il a un esprit belliqueux, il aime se battre et il est capable d'une extrême brutalité. Et alors, bien sûr, il va émerger lentement, mais sûrement, en s'illustrant par exemple dans des tournois. Il y avait des tournois, en l'absence de matchs de football ou de rugby à l'époque, il y avait des tournois qui représentaient de grandes festivités sportives. Et il s'illustre dans des tournois. Et alors, comme c'est un bagarreur, comme il aime se battre, il est à son aise en Bretagne, parce que la Bretagne, à cette époque-là, qui ne fait pas partie vraiment du royaume de France, elle en est proche, mais elle ne fait pas partie. La Bretagne est agitée par des rivalités locales, il y a des guerres entre seigneurs bretons, et donc il se fait remarquer dans des guerres intestines bretonnes. C'est ainsi, par exemple, que Rennes, à un moment donné, est assiégée. Bon, il participe effectivement à cette opération de Rennes. Dès le début de la guerre de Cent Ans, c'est-à-dire, il n'y a pas d'année précise, mais enfin donc à partir des années 1337, 1338, évidemment, très rapidement, le gros adversaire pour du Guesclin, qui est breton, qui est français, c'est l'anglais. Ce sont les Anglais. Bon. Et c'est ainsi que, dès le début de la guerre de Cent Ans, il réagit, il fait un certain nombre d'actions connues des Anglais et qui le font redouter par les Anglais. Les Anglais l'appellent le dogue noir de Brocéliande, la fameuse forêt, le dogue noir de Brocéliande, Bertrand du Guesclin. Et alors, inévitablement, comme bien sûr on l'a vu dans les années 1340, 45, 46, la guerre de Cent Ans commence, bien entendu. On a besoin, du côté français comme du côté anglais, de chefs, et il est remarqué. Il est remarqué en particulier par le jeune Charles V, qui va devenir donc roi de France après donc Jean de Lebon. Et en 1364, il a été tellement remarqué que le roi de France lui donne le grade de capitaine général, c'est-à-dire ayant autorité sur le plan militaire pour tous les pays entre la Seine et la Loire. Voyez-vous, une surface, un territoire tout à fait considérable. Et en même temps nommé, c'est honorifique mais c'est important, il est chambellan de France. Ce qui fait que dès 1364, voyez-vous, bon, alors que à ce moment-là, il a une petite quarantaine d'années quand même, bon, il est déjà remarqué, il est connu pour bien sûr ses qualités. Et dans ces conditions, on peut se demander quelle est la véritable personnalité en détail de Bertrand du Guesclin. Alors,
sur le plan militaire, ce n'est pas un stratège. Le stratège, c'est celui qui voit sur une carte l'ensemble des opérations. Mais c'est un fin tacticien. Pas un stratège, mais un tacticien. C'est-à-dire que sur le terrain, il voit tout de suite ce qu'il faut faire pour prendre une ville, pour prendre un château fort, pour monter une embuscade. Donc un habile technicien. Il est tenace, il est extrêmement rusé. Et alors, comme il a beaucoup de bon sens, il se rend compte, il est informé bien sûr du désastre de Crécy. Après, il va y avoir bien entendu le désastre encore plus grave de Poitiers et Maupertuis. Et du Guesclin a la sagesse de dire il ne faut pas, à la tête de mes troupes, que je renouvelle ce genre d'erreur. C'est-à-dire que contre les Anglais, il va mener des opérations de harcèlement, d'embuscade, des sièges de châteaux forts, des sièges de villes, parfois petites, mais où il y a des Anglais, ce qui fait qu'il va essayer, et il va réussir, malgré quelques échecs, à grignoter peu à peu les positions anglaises. Ces troupes, ce ne sont pas des troupes, vous le devinez Yann, ce ne sont pas des nobles là, hein. Il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. Ces troupes, alors ça fait penser à l'armée anglaise, ce sont des paysans, ce sont des roturiers qui savent se battre, mais qui n'ont pas l'aura, le prestige du chevalier, mais qui vont être extrêmement efficaces. Il y a tout de même une bataille importante en 1364 qui oppose les Français et les Anglais, les Français menés par du Guesclin à Cocherel. Cocherel, c'est près d'Évreux, en Normandie, quelques milliers d'hommes de chaque côté. Pas les effectifs de Crécy ou de Poitiers, mais quand même, là, un affrontement entre deux véritables armées. Et c'est une grande victoire française, voyez-vous, Cocherel. Alors, Cocherel, c'est un peu une consolation en 1364 pour les désastres, par rapport aux désastres de Crécy et puis, naturellement, de Maupertuis. Alors donc, victoire du Guesclin, victoire donc des armées françaises, et cela donne de l'air, bien entendu, au bon roi Charles V, qui a misé sur la bonne personne avec du Guesclin. Et du Guesclin paraît tellement efficace que le roi lui confie une tâche tout à fait importante, c'est là une tâche franco-française, c'est-à-dire qu'il y avait parmi les combattants qui, en principe, étaient là pour lutter contre les Anglais, des mercenaires du côté français, mais qui n'en faisaient qu'à leur tête, et constituaient des grandes compagnies. Ce qui fait que, très rapidement, les grandes compagnies, au lieu de lutter contre les Anglais, pillaient les fermes, les villages français, et faisaient beaucoup de ravages. Et alors, du Guesclin reçoit la mission. Il l'a réussi. Il fait de belles promesses aux responsables des grandes compagnies, de ces compagnies de va-nu-pieds, de vauriens, de bandits, il faut bien le dire, et il les emmène en Espagne, faire une guerre contre le roi de Castille, etc. Donc, cette évacuation de la France par les grandes compagnies, c'est à mettre incontestablement à l'actif de du Guesclin. Et alors, en 1370, en remerciement de tous ses services, Charles V le fait connétable de France. Connétable de France, ça veut dire chef de toutes les armées françaises. Voyez-vous, il est au-dessus des différents généraux. C'est vraiment la gloire. Du Guesclin, qui est tenace, qui a une idée fixe, lutter contre les Anglais, les bouter hors de France, voyez-vous. Jeanne d'Arc dira la même chose, dans un contexte complètement différent des dizaines d'années après. Alors donc, du Guesclin entreprend, avec naturellement l'assentiment enthousiaste du roi de France, une grande offensive contre les Anglais. Et cette offensive contre les Anglais, dans quel secteur est-elle, à votre avis, est-elle menée ? Eh bien, en Aquitaine, puisque plus que jamais, depuis le traité de Bretigny, les Anglais sont chez eux en Aquitaine. Et alors, dans ces conditions, eh bien, il lance en 1372 une grande offensive en Poitou, et puis donc dans les Charentes. Et il obtient rapidement des succès du côté de Châtellerault, du côté de Poitiers, et les Anglais sont en difficulté, le prince noir n'est plus là, les Anglais sont en difficulté devant ce général français, devant ce chef de guerre qui est très efficace puisqu'il utilise le harcèlement, les ruses, les embuscades, et peu à peu les forces anglaises sont grignotées. Et je vous rappelle, Yann, que dès Crécy, on avait dit que les troupes anglaises en France n'avaient jamais été très nombreuses. Les Français étaient plus nombreux à Crécy, à Poitiers. Et donc, cette usure des troupes anglaises par la tactique de du Guesclin, elle est extrêmement néfaste pour les Anglais qui, effectivement, éprouvent de grosses difficultés. Mais alors, quel est l'objectif majeur dans cette campagne de 1372, Yann ? Eh bien, je vous le donne en mille, c'est La Rochelle. Pourquoi ? Parce que La Rochelle, à cette époque-là, c'est un port anglais, bien sûr, puisqu'on est en Aquitaine, mais c'est un des principaux ports de la côte atlantique, un des principaux ports de l'Europe occidentale. Et donc, évidemment, il s'agit pour du Guesclin,
comme objectif majeur la prise de La Rochelle, qui serait un coup très dur porté bien entendu aux Anglais. Et cette affaire, Yann, est tellement importante, et elle concerne en plus une région que nous connaissons bien. Nous lui consacrerons une prochaine émission. Mais ce que je veux vous dire, c'est que après donc la prise de La Rochelle, puisque finalement dans des conditions particulières, La Rochelle va être finalement prise, Du Guesclin va continuer ses campagnes dans le nord de l'Aquitaine, en remportant un certain nombre de succès. Et cette lutte, qui n'est pas marquée par de grandes batailles, montre le renforcement de la présence française dans le nord de l'Aquitaine, et les Anglais insensiblement reculent. En 1380, eh bien, c'est le drame. En 1380, Du Guesclin, 60 ans, c'est pas l'âge qui va le tuer, encore que 60 ans, c'était pas mal à l'époque, mais il meurt dans des conditions, il ne meurt pas au combat. Dans le Massif central, dans le Gévaudan, il assiégeait le château, la petite ville, enfin le château de Châteauneuf de Randon, et il meurt subitement. Peut-être a-t-il bu de l'eau glacée, etc. Mais donc, le petit paradoxe, c'est qu'après avoir risqué sa vie pendant des années et des années, il ne meurt pas de la main de l'adversaire. C'est une maladie foudroyante qui le terrasse. Et il laisse évidemment une très grande trace dans l'histoire de France. Mais nous reviendrons sur lui à propos, effectivement, du siège de La Rochelle. On sait où il était enterré ? Il a été enterré d'abord localement, et ensuite son corps a été transféré à Paris, à la basilique de Saint-Denis. La rivalité franco-anglaise domine l'histoire de l'Europe occidentale depuis plus de 1000 ans sur terre comme sur mer, depuis Hastings jusqu'au Brexit. Gérard Blier présente quelques grands moments de cette histoire au micro de Yann Le Perf.